Et si l'histoire de la Première Guerre mondiale, celle qu'on connaît tous, n'était en fait qu'une version officielle? On se plonge aujourd'hui dans la thèse explosive du livre Prolonger l'agonie, et vous allez voir, ça propose une relecture du conflit qui est radicalement différente et assez dérangeante. Le point de départ, c'est un chiffre qui donne le vertige. 20 millions de morts. C'est juste inimaginable. Mais au-delà de l'horreur, la question qui hante les historiens depuis plus d'un siècle, c'est pourquoi? Pourquoi cette boucherie a-t-elle pu s'étirer sur 4 longues, interminables années? Alors écoutez bien cette citation. Elle ne vient pas d'un chercheur d'aujourd'hui, non. Elle vient d'un acteur majeur de l'époque, le contre-amiral Consett. Et ces mots sont lourds de sens. Ils suggèrent que cette longueur, ce n'était pas une fatalité. Qu'en fait, la guerre aurait dû, ou aurait pu, se terminer bien plus tôt. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de la thèse de prolonger l'agonie. Les auteurs, eux, ils balayent les explications classiques. Pour eux, il ne s'agit ni d'erreurs stratégiques, ni d'incompétence des généraux. Non, la raison serait bien plus sombre, bien plus calculée, une conspiration délibérée. Alors, regardons ça de plus près. La thèse centrale du livre, c'est que la guerre a été intentionnellement prolongée. Pas par accident, mais par pur calcul. C'est une affirmation qui vient complètement dynamiter le récit historique qu'on nous a toujours servi. Bon, si c'était intentionnel, la question est évidente. Qui? Qui sont les responsables? Le livre pointe du doigt un groupe bien précis qu'il nomme l'élite secrète. Alors, qui se cache derrière ce nom? Voilà la définition que donnent les auteurs. On ne parle pas de tout le gouvernement ou de toute l'aristocratie. Non, on parle d'un cercle très fermé, très puissant, une clique qui agit dans l'ombre du pouvoir, avec une idéologie bien à elle et surtout des intérêts financiers énormes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce pouvoir aurait été structuré. Selon le livre, cette élite contrôlait absolument tout. La finance, bien sûr, la politique, via des hommes de paille, l'opinion publique, grâce à des patrons de presse à leur solde, et même le savoir, en finançant des universités. Des personnages comme Lord Esher, le conseiller des rois, en auraient été une des chevilles ouvrières. Allez, passons à la première pièce à conviction, au premier grand argument du livre. Et c'est assez surprenant, ça concerne le fameux blocus naval de l'Allemagne, qui, en réalité, aurait été une véritable passoire. Le contraste est saisissant. D'un côté, la promesse officielle. On va étrangler l'économie de guerre allemande, la priver de tout. Et de l'autre, la réalité décrite par les auteurs. Un blocus tellement perméable que l'ennemi pouvait se réapprovisionner sans aucun problème. Et attention, on ne parle pas de petites contrebandes. Le livre détaille des flux massifs de produits absolument vitaux. Du coton, c'est pour fabriquer les explosifs. Du pétrole, pour les sous-marins qui coulaient les navires alliés. Du minerai de fer, pour l'acier des canons. En gros, l'Allemagne aurait été littéralement nourrie et armée par ceux qui étaient censés la combattre. Cette citation d'un député de l'époque, citée dans l'ouvrage, elle est juste accablante. Ça montre bien que certains, à l'époque, avaient compris le jeu. Ils voyaient bien que ce qui se passait s'apparentait à de la haute trahison. Laisser l'ennemi fabriquer des munitions, c'était tout simplement envoyer ses propres soldats se faire tuer. C'est la question qui brûle les lèvres, évidemment. Si l'Allemagne avait vraiment été privée de tout ça, que se serait-il passé? La réponse avancée dans le livre est un choc absolu. 6 à 8 mois. Vous imaginez? Pas 4 ans de carnage, pas 20 millions de morts, moins d'1 an. C'est le point central de la thèse. Des millions de vies auraient été délibérément sacrifiées. Passons maintenant au deuxième pilier de l'argumentation du livre. L'idée que certaines campagnes militaires auraient été conçues, non pas pour gagner, mais délibérément pour échouer. Et l'exemple le plus tragique, c'est bien sûr Gallipoli. Selon Prolonger l'agonie, Gallipoli n'est pas un simple échec, c'est un sabotage organisé de A à Z. Les auteurs décrivent une sorte de recette du désastre. On prend un commandement faible, un état-major sans expérience, et surtout, on prend des décisions stratégiques totalement absurdes, comme refuser de consolider les positions quand on a une chance de percer. Mais l'allégation la plus grave, c'est peut-être celle-ci. Envoyer des hommes à l'assaut en leur cachant les infos vitales sur les défenses ennemies. Le livre soutient que les renseignements les plus précis sur les canons, les mines, tout ça existait, mais qu'ils n'ont jamais été transmis aux généraux sur le terrain. Et là, c'est la bombe lâchée par le livre. Lord Kitchener lui-même aurait avoué que l'objectif officiel, prendre Constantinople, était un leurre, un mensonge. Le vrai but? Juste faire semblant d'aider la Russie pour qu'elle reste dans la guerre, quitte à sacrifier des dizaines de milliers de soldats pour une mise en scène macabre. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante. Si tout ça est vrai, pourquoi? Dans quel but? Pourquoi vouloir prolonger une agonie pareille?
La réponse du livre est sans équivoque. Il ne s'agissait pas de gagner la guerre, mais d'anéantir un rival. Le but n'était pas une victoire négociée, mais bien une destruction totale de l'Allemagne pour pouvoir redessiner la carte du monde à son avantage. Et cet objectif se déclinait en plusieurs points, selon les auteurs. D'abord, un but géopolitique, écraser l'Allemagne, créer un nouvel ordre mondial. Et puis, un but économique, peut-être le plus cynique de tous, permettre à l'élite financière de s'enrichir de façon démesurée sur les ruines de l'Europe. Pour appuyer leur thèse, les auteurs parlent aussi d'une destruction systématique des preuves. Des personnages clés comme Lord Rothschild auraient ordonné de brûler toute leur correspondance après leur mort, histoire de s'assurer que personne ne puisse jamais prouver quoi que ce soit. Un camouflage parfait. En fin de compte, cette exploration de la thèse de prolonger l'agonie nous laisse avec une question assez vertigineuse. Au-delà de ce cas précis, ça interroge notre rapport à l'histoire avec un grand H. Si les récits officiels peuvent être construits sur mesure et les preuves effacées, quelle part de vérité peut-on réellement espérer connaître ? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.